Ça y est, il est l'heure de nous occuper de notre santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Cette fois, nous parlons d'une maladie, négligée en tout cas, d'une maladie qui a perdu son caractère prioritaire depuis que l'OMS en 1995 a remarqué que le nombre de cas dans le monde a régressé. La lèpre reste pourtant d'actualité et représente une plaie pour le développement de nombreux pays d'Afrique et d'Asie. La preuve au Bénin, 200 cas en moyenne sont enregistrés chaque année. Comment organise-t-on la riposte dans notre pays? Que faut-il pour s'en prémunir? Que manger pour renforcer son système immunitaire et donc se prémunir contre cette pathologie? Vous le saurez au fil de cette émission. Et tout de suite, voici le premier tableau de cette émission. Vous avez encore une fois, mesdames, messieurs, mes salutations les plus chaleureuses. Et vous aussi, monsieur Juste Wessou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur d'action sanitaire, spécialiste en dermatologie, léprologie et épidémiologie. Et vous êtes en plus une personne ressource du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Broglie. Oui. Merci de nous venir depuis Parakou. Merci. Alors, nous allons commencer par découvrir la lèpre en chiffres dans le monde et au Bénin. Quelles sont les statistiques qui font parler de la lèpre? Okay. Dans le monde, en 2015, il faut dire que nous sommes à une prévalence de 0,29 cas pour 10 000 habitants. 0,29 cas pour 10 000 habitants. Alors, si nous revenons au Bénin, au 31 décembre 2017, nous sommes à 0,14 cas pour 10 000 habitants. C'est ça. Ça, c'est la prévalence dans notre pays au 31 décembre 2017. Alors, est-ce qu'avec ça, on pourrait dire que nous sommes en train d'aller tout doucement vers l'éradication de la pathologie dans notre pays? Absolument. Actuellement, nous sommes au seuil d'élimination. Et si tout va bien, on va atteindre l'éradication. Mais quand vous parlez de pourcentage, plutôt que de parler de nombre, on a l'impression que c'est pas du tout énorme. Et quand moi je dis qu'on a eu 200 cas en moyenne chaque année, ces 4 dernières années, on a quand même l'impression que la lèpre existe encore vraiment dans notre pays. Oui, la lèpre existe, mais vu le chiffre comme ça, ça peut inquiéter. Mais il faut rapporter ça à la population, puisque l'OMS, dans sa stratégie de lutte, a recommandé qu'on soit à moins d'un cas pour 10 000 habitants. Et le Bénin a atteint ce seuil depuis 1996. Nous allons en venir maintenant à la maladie proprement dite. Quand on parle de lèpre, comment vous le définissez d'un point de vue médical? Et dans nos sociétés africaines, puisque nous sommes au Bénin, on va chercher un peu à savoir comment on l'appelle enfant, par exemple. Enfant, on peut appeler la lèpre goudou ou bien azonvo. Voilà ce que nous comprenons un peu en fond par rapport à cette maladie. Maintenant, au plan médical, c'est une maladie infectieuse due à un microbe appelé le bacille de Hansen. Et ce bacille a une affinité particulière pour la peau et le système nerveux périphérique. C'est ça. Quand vous parlez de système nerveux périphérique, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bon, il y a des nerfs qui sont à la périphérie. Et lors du diagnostic, on examine ces nerfs-là pour voir leur comportement. Quand vous parlez de périphérie, vous ne voulez pas certainement parler des membres inférieurs ou supérieurs? Bon, ces nerfs aboutissent forcément aux extrémités des membres inférieurs et des membres supérieurs. Mais c'est à des niveaux donnés qu'on les examine. Alors, je crois savoir que le microbe qui est responsable de cette maladie s'appelle le bacille de Hansen, qui voilà. est découvert en 1873 du nom de celui qui l'a découvert. Et c'est pourquoi on l'appelle bacille de Hansen. Est-ce qu'on peut connaître comment est-ce que ce microbe-là vit ou est-ce qu'on le trouve? Bon, il faut dire que la transmission de la maladie se fait d'homme à homme. Elle est donc directe. Mais les recherches ont prouvé la présence de ce microbe chez un animal appelé tatou à 9 bandes qu'on retrouve dans les Amériques centrales là-bas.
C'est ça. Donc, l'animal, il ne vit pas forcément ici. Non, mais dans la transmission directe homme à homme, c'est ça que nous retrouvons sous nos cieux. On va dire par exemple que les larves de moustiques se développent dans les milieux vraiment sales. Est-ce que ce microbe-là affectionne un certain milieu type? Bon, tout milieu défavorisé en hygiène, en assainissement de base, en développement tout court, est un lit pour toutes les maladies. Et la lèpre en fait partie. Ce n'est pas une spécificité de la lèpre. C'est ça. Alors, faut-il parler de facteurs favorisants par rapport à la survenue de la lèpre ou parler de personnes plus exposées que d'autres? Bon, le premier facteur favorisant, il y a la mauvaise hygiène. Bon, et puis l'équilibre par rapport au développement. Maintenant, lorsque vous vivez en proximité avec des malades qui ne sont pas sous traitement, vous êtes à risque. C'est vrai, la maladie est faiblement contagieuse, mais elle est contagieuse quand même. C'est ça. Oui. Alors, on a l'impression quand même que cette maladie, elle survient généralement dans les milieux défavorisés. Est-ce que c'est une spécificité? Non, pas forcément. Tout dépend de l'immunité de l'individu. Et vous savez, parfois, l'immunité de l'individu est liée à sa vie alimentaire, hygiénique, assainissement du milieu, tout un tas de choses. Donc, je dis toujours que la lèpre n'est pas une spécificité par rapport à ça, mais l'immunité joue effectivement dans la destruction du bacille de Hansen lorsque ça rentre dans l'organisme. Vous avez parlé de la contagiosité de la lèpre. Vous avez dit que ce n'est pas une maladie contagieuse. Non, j'ai dit plutôt qu'elle est faiblement contagieuse. Voilà. Expliquez-nous. Et comment est-ce que ça va se transmettre d'homme à homme alors? Bon, les portes de sortie de celui qui a la maladie, c'est les voies respiratoires. Les portes d'entrée également, chez celui qui va prendre la maladie, c'est également les voies respiratoires. Mais accessoirement, le microbe peut passer par une blessure de la peau pour entrer chez un individu sain. Alors, quels sont les symptômes ou les manifestations à travers lesquelles on va découvrir que telle ou telle personne souffre? Il y a deux choses essentiellement qu'il faut garder. Tout commence par une tache qui ne gratte pas. Vous et moi, lorsque vous avez une tache qui gratte, c'est sûr que demain vous irez en consultation. Et c'est parce que justement cette tache-là ne gratte pas que ça ne suscite pas tout de suite le recours à un centre de santé. L'autre signe capital, c'est les nodules qui apparaissent et ça ne gêne en rien. Or, c'est des nodules peut-être de la lèpre. Nous allons dire essentiellement, lorsque quelqu'un a une tache sur la peau, un nodule, il se présente dans un centre de santé. Alors, tous ces symptômes apparaissent sans fièvre, sans rien du tout? Rien du tout. L'individu découvre un matin qu'il a peut-être une petite tache sur la peau. Exactement, des taches anodines, bien des nodules ou bien ce que vous appelez terre-à-terre boutons, qui ne disent rien à l'individu parce que ça ne gêne pas autrement. Alors, à ce moment-là, quelle devrait être la démarche de cet individu-là? Et lorsque cet individu sera à l'hôpital, allez-vous faire des analyses pour confirmer comment établir le diagnostic de la lèpre? Non, il faut dire que le diagnostic de la lèpre est essentiellement clinique. Ça veut dire que c'est ce que vous remarquez sur l'organisme, c'est ça qui vous conduit à faire le diagnostic. Mais si c'est un grand centre équipé, on pourra faire la recherche bactériologique au niveau des lésions. Vous parlez de centres équipés. Est-ce qu'au Bénin, les différents centres dont dispose notre pays ont des équipements? Oui, nous avons la capacité de faire la bactériologie au Bénin. Mais au plan opérationnel, ce n'est pas exigé. Il y a des critères par rapport aux lésions. Lorsque ces critères sont remplis, même sans la bactériologie, on met l'individu sous traitement. Mais lorsque cette tache apparaît, est-ce que ça veut dire que l'individu vient juste d'être en contact avec le microbe? Il faut dire que la phase silencieuse, ce qu'on appelle l'incubation, est très longue et peut durer 2 ans jusqu'à 30 ans après que vous soyez en contact avec le germe. Donc, cette phase silencieuse est très longue et puis après, les symptômes
peuvent apparaître. D'accord. Dans la communauté, est-ce que vous avez remarqué à travers votre exercice des comportements que les individus ont, les patients ont, et qui compromettent le traitement de la lèpre? Bon, il faut dire tout de suite que dans nos communautés, il faut prendre en compte les données sociologiques. Lorsque c'est la lèpre, dans nos communautés, on n'a pas tous recours tout de suite au centre de santé. Ils peuvent avoir recours à d'autres systèmes de soins, autres que le système de santé officiel, ce qui peut retarder l'apparition et l'arrivée du malade au centre. Et là, il va remarquer que les complications apparaissent avant de se présenter au centre de santé. Alors, nous avons essayé de promener notre caméra dans un des centres du pays. Une petite pause donc pour vivre avec vous le vécu de ces personnes qui souffrent de la lèpre. On va se retrouver juste après. Le microbe au banc des accusés de la lèpre. Le voici. Le bacille de Hansen, une bactérie de forme allongée, sournoise, qui ronge silencieusement sa victime pendant des années. Quand la maladie s'est déclenchée il y a 2 ans, je croyais que c'était la rougeole. Je prenais des potions traditionnelles, mais je n'étais pas satisfait. J'ai pensé même à la sorcellerie. J'ai découvert un matin des taches sous mes seins, mais j'ai attendu 3 ans avant de venir dans ce centre. Tout commence par une ou des taches sur la peau. Et même si ces taches contrastent avec le pigment de la peau de la victime, elles restent indolores parce que le microbe de la lèpre détruit préférentiellement les nerfs périphériques. La lèpre se guérit parfaitement actuellement. Avant, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maintenant, ça peut durer 6 mois et vous êtes déjà guéri. C'est d'abord des comprimés qu'on donne quand c'est vu tôt. Si c'est vu avec des complications, il faut traiter les plaies. Il faut traiter les lésions. Peut-être que vous aviez déjà une paralysie au niveau d'un orteil, au niveau d'un pied, au niveau des doigts, au niveau des yeux. Et puis là, il faut traiter chirurgicalement. Après le traitement médical, il faut corriger les complications chirurgicales s'il y en a. Il y a des amputations qui s'enlèvent. Donc des parties du corps sont enlevées. Il faut mettre parfois des orthèses, qu'on appelle des prothèses. Les invalidités dont est responsable la lèpre compromettent généralement la vie sociale des malades. Après guérison, leur réinsertion est ainsi problématique. Je suis rejetée par ma famille, même mes propres enfants. Je vis ici depuis plus de 30 ans. J'ai souffert. La maladie a attaqué mes mains et mes 2 pieds. Au total, le Bénin dispose de 9 centres de traitement de la lèpre. En l'absence de vaccin, la prévention repose sur l'hygiène du cadre de vie. Ces microbes sont dans des endroits sales. Il faut donc prendre soin de son environnement pour éviter d'être contaminé, pour éviter d'être victime de cette maladie-là. Le dépistage précoce de la lèpre reste l'autre arme implacable de la lutte. Restez donc attentifs à toute tache indolore sur votre peau. Alors, docteur Juste Ressou, vous allez nous dire comment on organise la riposte dans notre pays. Bon, d'abord, il y a le programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli qui a élaboré un plan stratégique de lutte par rapport à cette maladie. Et donc, la prise en charge de la lèpre est intégrée aux soins de santé primaires. Donc, tous nos centres de santé publics sont censés traiter la lèpre dès que le malade est dépisté, quel que soit le lieu où il se trouve dans le pays. Donc, on n'a pas besoin, quand on veut avoir accès à ce traitement, d'aller dans un centre dédié à la lèpre? Non, non. C'est intégré aux soins de santé primaire. Sauf ça peut se traiter comme les autres maladies dans les centres de santé. Et le médicament est disponible. C'est ça. Et le traitement, il est gratuit? Le traitement, oui, c'est gratuit pour le malade. Mais c'est l'État qui supporte avec l'appui des partenaires.
On va à présent, mesdames, messieurs, retrouver Héloïse Winator pour les questions du web. Héloïse Winator, bonsoir. La forme? Ben oui, bonsoir Angela. On se retrouve encore une fois pour parler de cette pathologie, la lèpre. C'est ça, une pathologie bien négligée. Alors, quelles sont les questions que vous avez pu retenir après avoir fouillé de fond en comble les réseaux sociaux et le web? Parce que je vous vois en train de travailler tout le temps. Ben, tout à fait, ça a été harassant puisqu'on a eu une kyrielle de préoccupations, de questions des téléspectateurs. Eh bien, nous avons trié trois d'entre ces questions. Eh bien, je vous livre les préoccupations des téléspectateurs. Mais avant, je voudrais dire bonsoir au docteur. Bonsoir, docteur Juste Wessou. Bonsoir à tous. Eh bien, première préoccupation, docteur, la lèpre, à travers vos explications, j'ai dû comprendre que les adultes sont plus exposés à la maladie. Mais est-ce que les enfants peuvent-ils en souffrir? Et si oui, quels sont les symptômes qui permettent de vite la déceler ou la détecter chez les tout petits enfants? Au plan épidémiologique, lorsque le microbe circule vraiment dans un milieu, on peut avoir des cas chez les enfants. Il n'y a pas si longtemps, j'ai travaillé un peu dans un autre pays. Il y a à peine un mois, j'ai trouvé un cas d'un enfant de 6 ans qui a la maladie. Cela suppose que le germe circule sérieusement dans ce milieu-là. Et là, on a des sujets de bas âge. Mais ce n'est pas trop fréquent. Non, ce n'est pas trop fréquent. Mais il faut faire toujours attention lorsqu'on examine les contacts des malades multibacillaires qui comportent beaucoup de germes. Quand vous parlez de multibacillaires, pardon, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est les malades qui ont une invasion beaucoup plus sérieuse du germe. Le nombre de germes est vraiment en grand nombre. Et là, ils diffusent aussi également. Mais pourquoi ne pas mettre au point un vaccin pour lutter efficacement contre la lèpre, comme dans le cas des autres pathologies? Je dois citer quelques exemples ici, la rougeole, l'hépatite et même récemment le vaccin contre le cancer du col de l'utérus destiné aux petites filles qui ont au plus 12 ans. Il faut dire que la mycobactérie de la lèpre est un peu particulière. En dehors de l'organisme, elle n'est pas si vulnérable. C'est quand ça rentre dans l'organisme que le germe est redoutable. Ce qui fait que si ce n'est pas facile de cultiver un germe, c'est aussi difficile également de fabriquer tout de suite le vaccin. Alors juste, si vous permettez, Angela, une dernière préoccupation. Aujourd'hui, on peut guérir de la lèpre, vous l'avez dit, mais les téléspectateurs voudraient qu'on revienne sur la possibilité de rechute. Est-ce qu'il est possible d'imaginer ou de penser à une rechute? Dans le cas échéant, quelles sont les précautions à prendre? Non, il y a des cas de rechute qui ont vraiment été décrits, surtout pour les malades qui ne suivent pas correctement leur traitement. Parce que ça a une durée, il faut respecter l'observance du traitement. C'est ça qui peut conduire vers une rechute. Autre chose, il y a le phénomène d'immunité personnelle par rapport à un germe donné. Et si donc, il y a certaines personnes qui vont développer une immunité contre le germe de la lèpre. Oui, comme tous les autres microbes. Alors là, si vous développez bien l'immunité, vous n'aurez pas de rechute. Mais si l'immunité est faible par rapport à tous les germes, dont la lèpre, vous pouvez refaire votre lèpre. Alors, pardon, Héloïse, mais j'ai eu l'impression que Juste Wessou n'a pas répondu totalement à votre première question par rapport aux enfants. Comment est-ce qu'on détecte chez le petit enfant les premiers signes? C'est les mêmes signes qu'on retrouve chez les adultes qu'on retrouve chez l'enfant. Et pour retrouver souvent l'enfant, c'est qu'il faut examiner les contacts directs des malades multibacillaires. Alors, en tant que maman, en fait, c'est un téléspectateur qui a posé la question. Donc, en tant que maman, qu'est-ce que je dois faire pour vite détecter cette petite tache? C'est observer l'apparition d'une tache quelconque sur le corps de l'enfant et l'amener en consultation par rapport à ça. Merci, Juste Wessou. Ce fut
réellement un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. On va vous raccompagner. Entre-temps, nous allons retrouver encore Héloïse Ouinato pour parler donc de ces aliments qui vont renforcer le système de défense naturelle des personnes victimes de la lèpre. Héloïse Ouinato, nous sommes en réalité en face d'une infection bactérienne, donc une infection qui va certainement déprimer les défenses naturelles des personnes qui en souffrent. Et donc, il va falloir certainement des aliments protéiniques dont vous allez nous parler. Justement, Angela, dans Que mangeons-nous aujourd'hui? On va jeter un coup d'œil dans l'assiette de ceux qui en souffrent, de ceux qui sont des malades de la lèpre. Eh bien, qu'est-ce qu'un lépreux peut manger quotidiennement? Et quel est le régime alimentaire adapté pour se remettre rapidement de cette maladie? Aussi, quelles précautions nutritionnelles faut-il prendre pour être à l'abri de ce fléau? Eh bien, élément de réponse dans ce reportage que nous présente Christelle Tonglo. En matière de nutrition, il y a un élément fondamental qui est l'hygiène. Et c'est cette hygiène qui garantit ce que nous appelons la sécurité alimentaire de ce que nous mangeons. L'hygiène, élément déterminant de la lèpre. Maintenir son environnement propre serait l'une des clés de destruction du bacille de Hansen, responsable de la maladie. Le germe attaque le système nerveux. Si vous avez la lèpre, vous devez veiller à votre alimentation, surtout privilégier des aliments riches en protéines. Riches en protéines pour vous permettre donc d'aider à refabriquer ces cellules qui sont déjà détruites, ou bien à refabriquer les cellules qui vont permettre la cicatrisation de la plaie que la lèpre va engendrer. Mais en plus de ça, le traitement de la lèpre demande à ce que le malade puisse consommer des aliments riches en énergie. L'efficacité du traitement de la lèpre exige de la part du malade une alimentation saine et équilibrée. Les aliments doivent être donc préparés avec beaucoup de soin. Les céréales, notre pâte ordinaire que nous avons avec pâte de maïs, de mil, etc. Ça peut être l'igname pilé. C'est autant d'aliments qui apportent de l'énergie. Et nous insistons en plus de tout ce que nous venons de dire, que le malade doit surtout privilégier les gammes de vitamines qui aident au renforcement du système physique, tel que le calcium, tel que les ions. En plus de ces éléments nutritifs qu'on doit retrouver dans l'assiette du patient, les spécialistes recommandent les oligo-éléments. Vous pouvez retrouver la vitamine A dans nos fruits ordinaires. Si vous prenez par exemple la carotte est très riche en vitamine A. L'huile rouge, à l'état naturel, sans être dénaturée, est très riche en vitamine A. Mais nous n'allons pas conseiller une consommation exagérée. Vous prenez par exemple notre mangue que nous pouvons trouver partout. C'est très riche en vitamine A. Notre goyave, c'est très conseillé. Ça nous apporte assez de vitamine A, de vitamine C et surtout de vitamine E. Et donc, nous conseillons aux malades lépreux de consommer beaucoup de fruits, surtout avant les repas. La consommation des fruits, pour bien bénéficier de ces bienfaits, il faut les consommer avant le repas. Là, ça permet une assimilation suffisante. Cela n'empêche, après le repas, il y a certains fruits qu'on peut consommer, tels que l'orange, tels que l'ananas, etc. Si vous prenez les groupes de vitamine B, surtout, nous insistons sur les légumes. Et il faut consommer les gammes de légumes, ça peut être notre faux-tété, ça peut être bouma. Le ministère de la Santé en la matière a élaboré un protocole d'aliments type. S'il est bien suivi, contribue à guérir la lèpre. Héloïse Ouinato, à travers ce reportage, nous avons bien compris que pour les personnes qui souffrent de la lèpre, il faut donc des aliments énergétiques, il faut des aliments également riches en protéines pour l'aider à donc guérir de sa maladie. Mais d'un point de vue hygiène, donc vous avez parlé d'équilibre, vous avez parlé aussi d'aliments sains. Qu'est-ce que vous recommandez donc à ces personnes-là
pour les accompagner dans leur alimentation. Ben justement, puisque la lèpre, c'est une maladie due à un bacille qui affectionne notamment les milieux malsains, nous allons insister sur l'hygiène. Angela Pédia, vous l'avez dit, il faut un minimum d'hygiène de vie. Par exemple, assainir son environnement, rendre propre son milieu de vie. Et il faut se laver régulièrement les mains avant de manger. Le nutritionniste l'a dit et répété, il faut prendre soin des aliments que nous mangeons avant et au moment de la préparation. Et je dois compléter, Angela Pédia, qu'il existe un protocole de régime alimentaire des malades de la lèpre. Eh bien, ce protocole est inscrit dans un document élaboré par le ministère de la Santé. Et s'il est bien suivi, ce protocole peut accélérer la guérison. Et la cicatrisation. Donc, on retient que les personnes qui souffrent de la lèpre doivent mettre un accent particulier sur l'hygiène de leur repas. Donc, pour les fruits, puisque le nutritionniste a parlé des fruits, il faut les laver correctement avant de les consommer. Il faut consommer également de l'eau potable. Si vous n'en avez pas, il faut absolument la rendre potable avant de la consommer. Que faut-il éviter pour se prémunir contre la lèpre? Nous en parlons dans la rubrique des interdits. Vous suivez des soins parce que vous souffrez de la lèpre. Il vous est interdit de rater vos rendez-vous ou de rater la prise de vos médicaments. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de partir, nous allons vous rappeler la page Facebook de cette émission avec vous. Oui, nous allons demander aux téléspectateurs de nous retrouver sur la page Facebook de l'émission. Portez-vous bien au RTB. Merci Héloïse Winator. Merci Angela. On va se retrouver la prochaine fois. Certainement. Eh bien, c'est ici que s'arrête cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles. On va se retrouver certainement une prochaine fois.